Bonjour à tous. Et puis, Prochain rendez-vous avec l'information dans 1 heure. Et maintenant, c'est éclectique. Alexandre Astier a sans doute suivi des cours de musique à l'école, comme tout le monde. Ces moments collectifs et douloureux où l'on apprenait à jouer Il court le furet au flutio. Sauf qu'Alexandre Astier a nourri une passion toute personnelle pour la chose. Je parle de la musique, pas du flutio. Une passion donc qui le conduit aujourd'hui à consacrer un spectacle entièrement dédié à la figure et à la musique de Jean-Sébastien Bach. Le spectacle s'intitule Que ma joie demeure, au théâtre du Rond-Point en ce moment même, avant une tournée. Par ailleurs, Alexandre Astier a écrit, réalisé et joué une série d'heureuses mémoires qui s'intitule Camelot, où il revisitait les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers en soulevant déjà des questions essentielles. Mais il est où, le Graal? Le Graal? Oui, le Graal. Il est où? Alors là, Ça, c'est le mystère, hein. Il paraîtrait que c'est un type qui l'a rangé dans un château. Non, mais je crois qu'on a tous fait une croix là-dessus et que c'est ce qui va être plus raisonnable. Nous devions nous retrouver chez lui, sauf qu'entre-temps, ses 4 enfants, je cite, avaient débarqué. Prévenu d'un coup de fil, j'ai effectué un repli stratégique dans un hôtel chic pas loin. Alexandre Astier était déjà attablé en train de siroter un soda à la paille. Quand on arrive comme ça pour une interview, on a toujours en tête un chemin plus ou moins balisé, mais ce qui est bon, c'est quand il y a des déviations. Alors là, en ce moment, vous êtes au théâtre du Rond-Point pour un... Vous avez 2 pailles. C'est hyper dur de boire avec 2 pailles. Mais je me dis comme ça, un hôtel chic, est-ce qu'il faut pas boire avec 2 pailles? J'en sais rien, j'ai peur de me faire prendre pour un paysan si j'en enlève une. Donc je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que je fais du coup? J'en enlève une, puis si jamais on vient me voir... C'est comme quand on assiste à un repas extrêmement chic avec 12 couverts de chaque C'est côté ça. de l'assiette. Je sais maintenant. Vous savez, vous? Non. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Au fur et à mesure que vous bouffez, vous allez vers votre assiette, puis vous larguez les autres, comme ça. Vous avez appris ça où? J'ai appris ça il y a une semaine, sans être dans un repas, de quelqu'un qui était comme vous et moi très gêné de ne pas savoir et qui avait enfin trouvé la solution. Donc divulguez-le, parce que visiblement, ça rend service à beaucoup de gens. Ça vous est arrivé souvent, ce genre de situation? De se dire, bon, là, j'ai pas les codes. Je suis un petit peu provocateur, c'est-à-dire que je suis assez... J'ai connu, moi, 2 milieux très différents. Je suis fils de comédien et eux-mêmes sont enfants d'ouvriers, immigrés, italiens pour la moitié d'entre eux. Et du coup, j'ai vraiment connu les ouvriers et les acteurs qui ont rompu avec les ouvriers. Quoi qu'il en soit, les codes de la haute, comme on dit, je les avais pas. En revanche, le fait d'avoir été élevé par mes parents, j'ai appris à jamais avoir honte de ça. Donc je suis pas agressif avec ça, mais j'ai pas de... Je prendrais plaisir à prendre la mauvaise cuillère, quoi. Voire même à boire à l'assiette. Ça me dérangerait pas. Vous avez dit, j'ai été élevée, évidemment par mes parents, et du coup, j'ai pas honte de ça. Vous n'avez pas honte de quoi? Du fait que, par ailleurs, l'autre milieu, il était populaire? C'est-à-dire que mes grands-parents, s'ils se retrouvaient dans un truc un peu chic, ils seraient mal à l'aise. Mais leurs enfants à eux, qui ont rompu complètement et qui ont fait un clash avec le milieu ouvrier, parce qu'ils étaient, à 17 ans, ils étaient sur les planches, ils se sont toujours occupés de scènes, d'auteurs, de répètes, de festivals, de machin. Et eux, du coup, les codes, ils en avaient rien à foutre. Le monde ouvrier, ils ont dit merde aussi aux autres, aux bourges, tout ça. Moi, j'ai été élevé par des gens qui avaient des gènes de rien, qui étaient des emmerdeurs un peu. Qui allaient foutre la merde dans des salles de spectacle, c'était des bagarreurs, c'était des... Bon, c'est sûr que... moi, je suis pas bagarreur. Je me laisse pas emmerder par une fourchette ou une cuillère. Voilà. Monopaille. En ce moment, vous êtes au théâtre du Rond-Point pour Que ma joie demeure. Tout à fait.
Spectacle qui commence par une lettre de Jean-Sébastien Bach lui-même, adressée aux autorités locales, si je puis dire, qui dit, je résume, hein, je dois faire une masterclass, mais ça m'est très pénible, j'ai tas d'autres choses à faire, merci d'être exempté. Le deuxième moment du début du spectacle, c'est la réponse des autorités locales à Jean-Sébastien, qui lui intime l'ordre de mener cette masterclass. À l'issue de ces deux lettres, quelle est votre réplique ? Ma réplique, c'est chiotte. Voilà. Le mot chiotte. Au singulier dans le texte. Ce qui est une erreur. Normalement, c'est des chiottes, mais j'aime bien un chiotte. Chiotte comme premier mot, c'est imposé... Pour poser le truc, pour dire que je suis pas à genoux devant une représentation polie du personnage et que je me suis tout autorisé. Donc autant en démarrer tout de suite. Voilà, c'est un gars qui a ses problèmes. Et puis de toute façon, depuis Kaamelott et même avant, je me suis complètement affranchi du soi-disant langage historique, dont je trouve qu'il est en France un truc absolument dingue, et pas qu'en France, parce que dans les blockbusters américains, ça me gêne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on suppose que les gens n'avaient pas de quotidien. C'est très curieux. Vous regardez Le Roi Arthur au cinéma, vous regardez Alexandre, vous regardez Kingdom of Heaven, et des trucs comme ça. Il n'y a que des répliques de bouquins. Genre, il y a une bagarre, il y a un curé qui s'est caché sous un carrosse pour prier en espérant ne pas se faire tuer par ricochet. Et il y a un type qui arrive et qui lui dit tout naturellement « Cesse tes prières, l'abbé, ton Dieu n'habite pas ici. » Et moi, ça, bon, c'est sympa, mais c'est pas vrai. Bach, je ne l'ai pas connu, mais je mets au défi n'importe quel historien de venir m'expliquer que ce mec n'a jamais dit merde, ou en tout cas son équivalent de l'époque, que ce mec ne s'est jamais levé le matin en n'ayant pas envie de faire ce qu'il avait à faire, que ce mec ne s'est jamais soustrait à ses obligations, que ce mec n'a jamais triché, que ce mec n'a jamais été découragé, que ce mec... On parle jamais de ça, quoi. Mais je pense pas prendre beaucoup de risques en disant que c'était un mec. Donc, à mon avis, il y a tout ce qui va avec. Les gens, quand ils regardent Kaamelott, ils disent « Ah, c'est bien, parce que c'est... » Il parlait pas comme ça. Mais je suis pas sûr. Moi, je me trouve beaucoup plus raccord avec ce qu'a dû être une réalité de l'histoire que des gens qui parlent tous comme des bouquins. Ça, par contre, je suis persuadé que ça n'a jamais existé. Au 5e siècle, après Jésus-Christ, le roi Arthur, installé en son château de Kaamelott, organise une réu avec les chevaliers de la table ronde. Extrait de Dies Irae, le court-métrage qui est à l'origine de la série Kaamelott, Alexandre Astier signe la réalisation, les dialogues et l'interprétation du roi Arthur. Touris et Bornea, Domus, Aurea, Sedes, Sapientiae. Bord. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous lis là? Eh bien... Non, dans l'ensemble, je suis assez d'accord. Bon. Léo Dagan? Ben, je dirais que, d'une manière générale, non, je suis relativement satisfait. Bon, Caradoc, avant de roupiller complètement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas grand-chose. Bon, ceci dit, je parle pas le latin. Vous parlez pas de latin? Bah non. Il y en a combien qui parlent pas le latin ici? Il y a que Léo Dagan qui parle latin? Bon, qui parle latin, j'ai quelques notions. Hein. Je ne vois rien là de déshonorant. Je parle pas de déshonneur, cher Duc. Enfin, c'est pas compliqué, on se voit 4 fois dans l'année. Aux solstices, aux équinoxes, depuis bientôt 7 ans, vous attendez maintenant pour me dire que vous pigez rien à ce que je raconte. Oh, vous voyez plutôt ça comme une sorte de rituel. Mais ça n'empêche pas de comprendre. 4 siècles d'occupation romaine et pas un mot de latin. Moi, je fais partie des gens qui aiment faire parler. Et souvent, je les fais parler pour rien dire. Parce que ça aussi, c'est vrai. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tout le monde s'accorde à dire que dans la vie, le dialogue, ça sert à s'identifier soi-même d'abord. On dit pas ce qu'on veut expliquer, on dit qui on est. Donc pour moi, parler,
Ça explique jamais rien. Alors des fois c'est bizarre parce que dans le script il y a des scènes complètes qui ne servent à rien d'un point de vue de la la narration structure du scénario, rien du tout. On pourrait l'enlever, ça change rien. Mais moi je crois pas à ça. Je crois que tout est un prétexte à faire parler, voire même à faire parler pour rien dire. L'histoire elle est toujours là de toute façon. On va pas l'enlever. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Mais si j'aime voir les films, c'est parce que j'aime voir ce qu'ils disent. Parce qu'à ce compte-là, l'aventure, c'est l'aventure. On fait quoi? Si on enlève le fait que les types, ils parlent pour rien, ça devient réellement juste les faits, c'est-à-dire on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'on s'en fout complètement. Ce qu'on aime, c'est le dialogue de Charles Gérard et Lino Ventura dans le taxi à New York, où ils essaient de parler anglais. Ça, c'est très bien. Ouais, parce qu'on dit Paris, hein, mais New York, ouais, voilà, il n'y a rien. Il y a même 3 petits points à la fin, il n'y a même pas la fin. Non, mais j'adore. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire ce film, mon Dieu, quel trait de génie. C'est dingue quand même d'organiser une liberté pareille pour des gens. Vous résumez l'aventure, c'est l'aventure? Non. Vous faire écouter une des scènes cultes? Oui. Le réalisateur et co-scénariste de l'aventure, c'est Claude Lelouch. Hein? Claude Lelouch. Mais tu peux pas dire Claude Lelouch. extrait de l'aventure, c'est l'aventure avec Lino Ventura et Charles Gérard dans un taxi à New York donc. My client. My client. My client. 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 Would like to see the president of your company, Mr. John Davis. John Davis. John Davis. Mais non, pas John. John Davis. John Davis. Dis-moi, Charlot, t'es sûr que tu parles anglais? Ah oui, parfaitement. Et tu l'as appris où, l'anglais? Au lycée. Ah, parce que t'as été au lycée, toi. Jusqu'en 8e. Pour Kaamelott, j'écrivais toujours la veille pour le lendemain. Donc, du coup, j'écrivais fatigué. Parce que quand même, Kaamelott, c'était... je dormais pas beaucoup pendant qu'on le faisait. Il y a des trucs qui sont complètement débiles dans Kaamelott, qui sont vraiment dus à la fatigue. J'aime bien, moi, écrire épuisé, parce qu'il sort des trucs qui sont pas aussi surveillés que quand je le suis pas. Alors, du coup... l'épuisement, c'est ma petite drogue, c'est-à-dire que c'est ce qui enlève l'autocritique, c'est ce qui enlève le jugement de ce que je fais, et surtout l'autocensure, évidemment, oui. Alors, du coup, ça donnait des trucs que j'aime beaucoup maintenant, mais qui sont toujours gérés dans la structure globale, ils sont quand même à leur place, même s'ils sont débiles. Quand vous dites des trucs écrits sous le coup de la fatigue, vous pensez à des choses précises? Oui, il y a des personnages qui ont des dialogues vraiment incompréhensibles, comme le personnage s'appelle Urgan, qui est joué par Pascal Vincent dans la série, où lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il venait me voir entre deux prises, il me disait, tu sais, bon, moi je t'aime beaucoup. Il me disait, je t'aime beaucoup, mais tu sais que j'ai pas la moindre idée de ce que je raconte, c'est même pas des mots français. Je lui disais, mais je peux pas t'aider, Pascal, j'en sais rien, je sais pas, fais ce qui est marqué, fais ce qui est marqué, on verra bien. Il disait, d'accord, écoute, on va faire ça, et il dit n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Je suis Urgan, dit l'homme Goujon, chevalier des mers au service de votre seigneur. Oui. Chevalier des mers, c'est ça que vous faites partie de la flotte? Ah non. Ouh là là. Vous êtes à mon service de quoi, alors je comprends pas? Non mais je suis pirate. Pirate? Et vous êtes au service de votre cul, hein? Est-ce que vous voulez me chanter avec votre chevalier des mers? Non, mais attendez, quand il dit au service de votre seigneurie, c'est maintenant. Ça veut dire qu'il est prêt à vous rendre service. Oui, enfin, attention. Au même titre que le bar est fermé, sauf si c'est un poisson, tout travail mérite salaire. Vous commencez sérieusement à me bourrer tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez? Attention, sire. Prêtez l'oreille, ça ristourne. Homme sans métier n'est plus apte à exercer une activité professionnelle. Vous allez me dire tout de suite ce que vous me voulez ou je vous débaroule tous les deux au cachot. Urgan, il fait aussi l'assassin. Ça m'arrive. Et attention, hein, l'assassin haut de gamme, vous voyez? Haut de gamme, c'est-à-dire il bute que des bourges? Voilà, c'est ça, il bute que des bourges. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute?
Tic, Rebecca Manzoni. Ce cours est ouvert à tous. C'est par ces mots que s'ouvre le texte qui présente le spectacle Que ma joie demeure. Un spectacle comme une masterclass, donc, délivré par Jean-Sébastien Bach lui-même. Le tout est écrit et joué par Alexandre Astier. Ce cours est ouvert à tous pourrait également être une invite à l'écoute d'un sketch, toujours signé Alexandre Astier, mais consacré à un tout autre thème. Physique quantique, un bilan mitigé. Physique quantique, révolution ou mascarade. Alors, en deux mots, un bref rappel historique. À la fin du XIXe siècle, la nécessité de la théorie quantique naît de l'incapacité admise de la physique dite classique à déchiffrer l'infiniment petit, à l'aide en tout cas des outils conférés par l'étude du macroscopique. Alors c'est alors effectivement que l'observation de l'infiniment petit confirme son imperméabilité, notamment effectivement aux théories de l'électromagnétique, effectivement les modèles de Maxwell, etc. Et c'est alors que Planck, pour la première fois, émet l'hypothèse de la discontinuité des échanges d'énergie, d'émission et d'absorption et de leur caractère proportionnel aux fréquences des énergies. Alors, vous avez ici la formulation DE égale NHV où DE, les échanges d'énergie, d'émission, d'absorption, N, un entier, H, le fameux quantum d'action, on y reviendra, et V, la fréquence de la lumière. Voilà, pardon mille fois de revenir sur des notions un petit peu élémentaires. Ça me semblait quand même intéressant de rappeler quelques notions de base, notamment pour la suite de l'exposé, qui est, vous vous en doutez, nettement plus complexe. Alors, pourquoi vous avez choisi, pour ce spectacle, Que ma joie demeure, la forme de la masterclass ? C'est une très bonne question, dont je me félicitais qu'on ne me l'avait jamais posée. Bon, alors maintenant, il faut répondre. Est-ce que... Je pense que c'est mon caractère d'expliquer. J'aime bien expliquer, je crois. Et j'ai déjà été prof pour gagner ma vie quand j'avais 18 ans, prof de musique. Je pense je suis fier que les gens apprécient ce que je fais. Je suis fier d'avoir, quand j'ai du succès, d'en avoir. Tout ça, c'est très réconfortant. Mais je pense que finalement, au bout du compte, la chose qui me rend le plus fier de tout le reste, c'est d'avoir fait comprendre, bien modestement, à n'importe qui et n'importe quoi à quelqu'un. Fait comprendre quelque chose à quelqu'un. Je pense que... Et même, j'allais dire que par extension, je pense que je ne serais jamais aussi reconnaissant à qui que ce soit de m'avoir fait comprendre un truc. Voilà. Donc, ça a pris la forme d'une masterclass. Après, le paradoxe, c'est que le type n'a pas envie de la donner. En fait, dans ce spectacle, il ne faut pas avoir peur d'être désagréable. Et quand on est tout seul sur scène, et qu'on invite les gens, enfin je veux dire inviter dans le sens, c'est-à-dire quand on leur dit venez voir, j'ai un truc à vous expliquer ou à vous raconter, le fait de les accueillir en leur disant j'ai pas envie d'être là, ça peut être intimidant. D'essayer d'être désagréable à fond, ouais. De pas trop oser parce que de se dire faut quand même que je sois un peu aimé quoi. C'est ça, et en fait non. C'est-à-dire il faut pas il faut pas être aimé, il faut pas être pas là. Mais voilà, faut pas se laisser. J'y vais jamais. J'y vais toujours un peu avec la peur. L'avant entrée en scène, elle est jamais anodine. Elle est toujours un peu. J'ai vraiment l'impression d'aller agresser des gens. Faut que je rentre et que je fasse tout pour paraître pas sympa. Extrait de Que ma joie demeure, en ce moment même au Théâtre du Rond-Point à Paris, un spectacle écrit et joué par Alexandre Astier dans le rôle de Jean-Sébastien Bach. Bon, eh bien, un peu de rythme. Là, je joue des noirs. Là, je joue des croches. J'ai changé de rythme. Bien, un peu d'harmonie. Voilà des beaux accords. Les accords sont beaux. Et puis il y a d'autres accords qui sont moches. Par exemple, celui-là est moche. Là aussi. Celui-là sont moches. Ça, c'est moche.
Bien, eh bien on a déjà bien fait le tour. Que rajouter? Je rappelle que ceux qui sentent déjà une petite difficulté sont libres de dégager, de partir. Pourquoi vous avez choisi Bach? Bach, depuis mes 8 ans, plus j'avance, moins je comprends. Depuis vos 8 ans, c'est précis. Oui, parce que je me souviens de l'époque où je suis tombé sur un disque de Bach chez moi et où je me le repassais en boucle. D'ailleurs, je me repassais pas le disque, je me repassais peut-être les 2 ou 3 premières minutes du truc. Ça m'avait fasciné, oui, ça m'avait fasciné cette musique. Mais et du coup, depuis, ça me fascine toujours, ça me fascine même de plus en plus. C'est-à-dire que je comprends pas d'où il sort ce gars, quoi. Vraiment. Je ne comprends pas comment il fait pour écrire ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement un bon compositeur, c'est un type qui est au-dessus de tous, mais loin, au-dessus de Mozart, au-dessus de... Ça n'a rien à voir, c'est même plus un compositeur, c'est un type qui a touché il a touché quelque chose une vérité physique, quoi. Bach, l'art de la fugue, c'est fou comme truc, l'art de la fugue, ça fout le vertige. Mais ça fout le vertige parce que moi, modeste néophyte, qui voit ça avec mes yeux derrière mes, comme dit Salieri, derrière les barreaux de ma médiocrité, évidemment que ça me fait tirer la langue. Mais n'empêche que de son point de vue à lui, c'est tout simplement quelqu'un qui pousse dans son rail. Sauf qu'au bout, à force de pousser, on commence à trouver des trucs qui deviennent ésotériques, quoi. Et c'est l'excellence qui amène ça. Alors effectivement, il n'avait pas la vie d'un... Il avait une vie de famille, quoi. Il donnait des cours, il se faisait chier, il se faisait engueuler par sa hiérarchie. Il était en bisbille avec des élèves. Enfin, il avait des emmerdements de n'importe qui. Et puis il a poussé un truc qui s'appelle le contrepoint, quelque part où personne ne le poussera plus jamais. Alors, le contrepoint déjà, c'est quoi précisément? Le contrepoint... Alors, comment vous résumez le contrepoint? Le contrepoint, en fait, le débit des notes, normalement, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous n'avez jamais de pause dans le contrepoint. C'est pour ça qu'il y a des formes qui s'appellent la fugue, qui font qu'en fait, vous n'avez jamais de pause. Et en fait, c'est une manière de mettre une note contre une, ou une note contre deux, ou une note contre quatre. Et en fait, quand il y a une ligne qui fait 4 contre 1, eh ben, elle va enchaîner avec 1 contre 4, c'est-à-dire que quand vous regardez toutes les lignes, elles se passent la parole comme ça, tout le temps. Et à elles toutes, elles font qu'il n'y a jamais de blanc. Et surtout, la particularité du contrepoint, si vous avez 4 voix, c'est 4 mélodies. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez les écouter une par une. Elles sont belles chacune, elles sont mélodieuses chacune, elles se chantent chacune. Mais en plus, mises ensemble, elles font l'harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une écriture qui est horizontale et verticale en même temps. Je ne sais pas si c'est très clair. Et vous, votre plaisir de musicien, il n'est pas dans le fait de jouer d'un instrument, mais de comprendre tout ça. Je pense que le plus grand plaisir, c'est d'écrire la musique, de l'arranger, de la faire jouer et de l'entendre. Je pense que ça... Ce que vous avez fait. Oui, ce que je fais, ce que je viens de faire pour le film qui va sortir. J'ai dirigé un orchestre, tout ça. Je m'arrange toujours pour écrire, tout le temps. Sauf pour cette pièce, d'ailleurs. Ça fait la première fois que je fais un truc sans écrire. De la musique. Vous vous arrangez toujours parce que ça vous aide aussi pour la comédie, parce que... Oui, puis parce que c'est l'occasion. Parce que je trouve que ce soit le film, la série, c'est quand même le meilleur support pour la musique classique maintenant. Bien mieux que les salles de concert, qui malheureusement se vident un peu. Enfin, je veux dire, les plus belles partitions musicales aujourd'hui, elles sont dans les films. Alors, je vais vous faire écouter des BO. S'il vous plaît. C'est pas la version du film.
Attendez, on parle de quel film là? Dents de la mer. C'est une bonne version, mais c'est pas celle du film. Attendez. Ce qui m'a scié, c'est qu'Alexandre Astier avait raison. Vous me dites si je me gourre. À mon avis, c'est lui qui dirige. Je pense que c'est lui, c'est John Williams qui dirige. Ça doit être un orchestre à lui, mais moderne. Pas celui des années 70. Ça sonne hyper clean. On dirait le LSO en fait. On dirait le London Symphonic Orchestra. On dirait, enfin c'est hyper propre et c'est très beau. Hein. Même techniquement, c'est meilleur, je crois, que celui de l'époque. Mais le celui de l'époque, il a un côté un peu cradingue. Alors, Les Dents de la Mer. Oui. C'est une question. Oui, c'est mon film préféré, Dents de la Mer, je crois. C'est un peu con de dire mon film préféré. Je dois en avoir 4 ou 5 quand même, des films préférés. Mais oui, Les Dents de la Mer. Et même, je dirais même plus, Les Dents de la Mer VF. C'est rare, hein, parce que la VF, alors je supporte pas ça. Mais là, déjà, c'était l'époque des très bonnes VF. Mon père et moi, on ne se parle qu'en dialogue des Dents de la Mer. Ah bon? Ouais. Je sais pas, si je m'achète un nouveau téléphone, il va m'envoyer qu'est-ce que c'est que cet attirail, une douche portative ou une cage à singe. Ça, c'est quand il parle de la cage anti-requin. Quand on part en voiture, il va me dire allez, mon préfet, attachez votre ceinture. C'est le moment où ils partent en bateau, machin. Enfin, tout, on peut tout faire. Non, Les Dents de la Mer, je pense que je peux le faire du début à la fin. Début à la fin, sans m'arrêter, je crois. Mais qu'est-ce qui vous touche autant dans Les Dents de la Mer? Mais je sais pas, je trouve que c'est des dialogues parfaits, c'est des personnages dingos. En plus, dans un huis clos, je trouve ça très, très théâtral, parce que très vite, évidemment, ils se retrouvent dans une cabine de bateau, donc il n'y a plus rien. Après, le requin, je m'en fous. J'ai pas d'angoisse, quoi. Mais non, je sais pas, Les Dents de la Mer, c'est parfait, ces trois personnages ensemble, là. Cet océanographe, ce flic de New York qui aime pas l'eau, et il n'y a pas une seule réplique achetée. C'est rare quand même. Mais tu dis, il y en a une, bon. Non, il n'y en a pas une seule. Il est parfait, ce film. Et puis c'est de la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que je peux le regarder. Alors que le 2, j'en ai rien à foutre, le 3, c'est une merde. Mais le 1, je trouve dingue. Et il y a une réplique des Dents de la Mer dans le spectacle de Bach. C'est spécial connaisseur. Mais c'est laquelle? Il y a un moment où il lève sa baguette comme ça, il dit ne fumez pas ici, merci infiniment. C'est l'océanographe Matt Hooper qui dit ça pendant qu'il fait son autopsie sur le corps de la première noyée, et qu'un des types locaux commence à allumer une cigarette dans le labo. Ah, c'est private. Mais je l'ai mis quand même, m'en fous. Ceux qui le prennent, ils le prennent. Je le capturerai, votre bestiau, moi, mais ça sera pas du tout cuit, parce que c'est un filou. Sortir un requin, c'est pas taquiner la blette ou la perchette dans un étang.
Éclectique. Alexandre Astier et Rebecca Manzoni. Sur France Inter. Alors, j'aimerais vous faire écouter un extrait de film avec un comédien qui sans doute est l'un des rares à faire rire en étant méchant, c'est De Funès. J'aimerais vous faire écouter un extrait de L'Homme Orchestre. Ouais. L'Homme Orchestre, sorti en 1970 avec De Funès en chef, forcément à la tête d'une troupe de danseuses. Piti piti pa, piti piti pa, piti piti pa, piti piti pa, piti piti pa. Bon, eh ben c'était pas mal. Alors, nous reprenons le tout de suite. Allez, mesdemoiselles, le tout de suite. 5, 6, 7. Oui, mais c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Hein. Bon, écoutez, pendant qu'on est chaud, d'accord. Allez hop, on reprend le tout. Allez hop, allez, 5, 6, 7. Ça, c'était bien. C'était très bien. Vous n'êtes pas fatigué, pas trop? Bon, on va se reposer un peu. Bon, allez hop, debout, on reprend tout dès le début. Allez, la dernière fois, allez, hop, 5, 6, 7. Voilà. C'est bien de faire écouter ce De Funès là. C'est pas celui qu'on entend le plus souvent. Mais il est incroyable ce film. Il est incroyable. Il est pas bon, c'est pas réussi selon moi sous tous les plans, mais je veux dire, pour moi, De Funès c'est un musicien qui joue. C'est pas ce qu'on dit un comédien qui connaît la musique. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est géré par le rythme. Quand il y a De Funès dans une pièce, c'est lui le chef d'orchestre. Tout le temps. Il est toujours un cran d'avance sur l'autre. C'est lui qui impose les blancs, c'est lui qui impose le départ de son partenaire, c'est lui qui impose l'arrêt. C'est incroyable. Et pour moi, c'est un musicien. C'est un type qui gère une partition. C'est pas un type qui gère un texte. Mais au-delà du caractère rythmique qu'on a évoqué, qui évidemment vous sert pour le jeu, votre connaissance de la musique et votre parcours de musicien, il entre dans votre métier de comédien? Ah bah, je suis formel. Je suis un musicien qui fait tout le reste. Je suis un musicien qui joue, je suis un musicien qui écrit, je suis un musicien qui monte ses trucs, je suis un musicien qui met en scène. Je fais tout comme un musicien. Même la direction d'acteur? Alors, surtout la direction d'acteur. Là, je vous demanderai d'attendre. Là, on va repartir plus vite. Là, vous allez le faire. Vous allez le piquer ici. Là, En fait, on se donne des rendez-vous. On le bosse à froid. Et à un moment, on donne le départ et on le fait. Moi, j'aime bosser à froid. Les gens avec qui je travaille n'aiment pas beaucoup comment je fais parce qu'en fait, je ne donne rien avant que ce soit le moment. Même en répétition, ils ne m'ont jamais vu jouer la pièce avant la première, les techniciens avec qui je travaille. Je ne l'ai jamais fait. Je ne veux pas le faire devant eux. Je veux le faire techniquement. C'est-à-dire, je fais le texte comme ça, sans me fatiguer, je fais les déplacements, je fais le machin. Et les gens en face de moi, ils disaient Alex, il faudrait que tu le fasses quand même, qu'on le voit et tout ça, machin. Je dis, ah non, je ne fais pas. Je vous dis, je serai là, après je serai là, après je serai là. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que la seule petite chose qui nous reste dans un tournage de film où en plus il n'y a pas de public, c'est l'amusement de le faire. Parce que l'amusement de le faire, c'est l'énergie. Si on le dépense pour rien, simplement pour arranger Pierre, Paul, Jacques, parce qu'ils veulent voir où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on... Non. Moi, je bosse toujours avec des équipes qui sont prêtes à voir ce qui va se passer, mais quand on le fait, au moment où ça part. Et vous savez qui marche comme ça? Adjani. Adjani ne fait jamais pour rien. Vous parlez d'Adjani parce que vous venez de tourner un film que vous avez écrit et où vous êtes metteur en scène avec elle. Oui. J'ai sa voix. Oui. Sa voix au micro de Jacques Chancel. Elle avait 18 ans. Vous avez l'impression de vivre un conte de fées? Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Le conte de fées existe à partir du moment où vous avez la chance de sortir d'une soi-disant masse inconnue et puis informe. À partir du moment où vous avez cette chance, bon, il y a une chance, c'est évident, mais après, il y a tout un travail à fournir. Moi, je préfère vraiment qu'on me fasse travailler comme tout le monde. Je suis sur le même niveau que tout le monde. Ça ne m'intéresse pas sinon. En plus, je trouve ça beaucoup plus passionnant. Isabelle Adjani, vous avez quel âge? J'ai 18 ans aujourd'hui. 18 ans, alors. C'est jeune, 18 ans? Oh, je sais pas.
moi, je me sens bien et mal. J'ai mes moments comme tout le monde, de bonheur, de joie, de désespoir. Peut-être plus excessif parfois parce que je travaille d'une façon qui peut aiguiser mes nerfs et puis qui peut me ruiner nerveusement. Et vous avez un peu plus d'expérience que les autres. Je sais pas quelle est la dose d'expérience des autres. Je ne sais pas non plus ce que c'est que l'expérience. Ça m'intéresse pas tellement d'ailleurs de le savoir, parce que pour moi, chaque nouvelle pièce qu'on aborde, c'est un renouveau, c'est vous-même que vous remettez en question, je suis pas la première à le dire, et puis c'est vous-même que vous reprojetez à nouveau avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qui vous a enrichi ou tout ce que vous avez pu perdre parfois. Je sais pas, ça me fait penser aux 1000 virginités dont parle Michaud. Ce sont les petites choses qu'on perd en cours de route et qui sont compensées par d'autres qui sont également formidables. C'est marrant parce que je me disais, Adjani, je crois que c'est une des rares personnes dans ma vie que j'ai jamais entendu dire une connerie. Et en fait, elle en disait même pas à 18 ans, quoi. C'est quand même dingo, cette histoire. C'est... Pareil, je sais pas d'où elle sort, elle, hein, franchement. Et les acteurs me font jamais peur, parce que j'ai toujours vécu avec des acteurs. J'en ai toujours vu toute ma vie, donc maintenant, ils m'impressionnent pas, les acteurs. Aucun. Mais Adjani, quand même, l'autre jour, elle était dans la salle, au spectacle, je l'ai su qu'après. Je me suis dit, ouais, c'était bien que je l'ai su qu'après. Parce que quand même, rentrer dans la salle et puis savoir qu'il y a Adjani qui regarde au fond... Il n'y en a pas beaucoup qui me font ça. Je crois que même qu'il n'y en a pas. Il n'y en aurait pas d'autres. Je vais même vous dire un truc, je suis sûr que je suis plus à l'aise si c'est Pacino qui est là, que si c'est Adjani. Sans blague. Ouais. Pour moi, c'est le même niveau, hein, vraiment. Mais de toute façon, quand vous parlez avec Adjani de comédien, vous ne parlez que de comédien. Vous parlez de technique, vous parlez de métier, vous parlez de machin, tu l'as vu quand il fait ci, tu l'as vu. Et on parle que de détails. On parle de la façon dont machin a pris son verre dans tel film, de la façon dont Bidule sort de sa bagnole dans un autre film. On parle jamais du milieu des comédiens ou du monde du cinéma ou du machin. On s'en fout complètement. Et moi, le milieu m'emmerde, moi. C'est pas le milieu qui m'intéresse. Dans aucun métier d'ailleurs, c'est le milieu. Le milieu me fait toujours chier. J'aime faire du cinéma. Le milieu du cinéma me gonfle. J'aime faire du théâtre. Le milieu du théâtre me gâche la vie. Ah bon ? Ouais. Parce que je crois que j'aime les gens qui signent en solitaire leurs trucs. Et qu'à partir du moment où on parle de milieu, on parle de courant. Et je pense que c'est la mort d'une discipline que le courant, justement. À partir du moment où je rencontre des gens qui sont solitaires et qui signent seuls ce qu'ils font, et pour qui une scène de théâtre, c'est ni plus ni moins qu'un machin plat avec des sièges devant, voilà, ça me va. Et ça pourrait être quoi d'autre ? On fait comme ça se fait comme si, on ne fait plus ça. Au cinéma, c'est pareil. La mode est plus tellement ça. Ce que les gens demandent, c'est... La télé, c'est pareil, c'est encore pire, la télé. Moi, je veux pas vivre comme ça. Pour moi, une télé, c'est un machin qu'on allume et il y a un truc qui se passe dedans. C'est tout. Et pour être tout à fait sincère, je crois que j'aime ce métier en dépit du milieu. C'est-à-dire que le milieu, il m'est arrivé de penser qu'il finirait par me décourager. Et peut-être que j'ai passé ce cap-là, je l'espère, mais il n'est pas impossible qu'un jour je dise merde à tout ça. Parce qu'en fait, c'est plus rigolo d'inventer dans ce merdier-là. Moi, j'ai bossé avec un acteur extraordinaire dans la 6e saison de Kaamelott, qui est Pierre Mondy. Pierre Mondy, il est venu jouer César, mais il est fou dans ce truc, quoi. Il est fou. Les répliques que je lui faisais, très modestement, il y en avait. Puis j'ai pas fait une direction d'acteur. Tout sortait parfaitement. Je parle d'un mec qui a 83 balais. Hein. Je me suis pointé un matin avec 3 pages de monologues. Il les a sortis. Il est rentré dans sa loge. Il a pris 10 minutes. Il les a sortis en plan séquence, sans s'arrêter comme ça, 3 fois de suite, à la virgule près. Un mec absolument extraordinaire, mais extraordinaire. Moi, si je veux prendre Mondy dans un film, si jamais on me dit un peu trop de fois « Ouais, mais Mondy au cinéma, il fait pas un strapontin », je suis capable d'arrêter le métier. Vraiment. Je veux pas vivre avec des cons.
Et j'adore mon métier, mais s'il doit me faire passer ma vie avec des cons, je l'arrêterai. Sûr. Le tout dernier exercice, c'est une minute de solitude. Oui. Donc je vous laisse seul avec le micro et vous déclarez ce que vous voulez. Quand vous estimez que vous avez fini, vous m'appelez. D'accord. Alors, c'est la première fois que je suis tout seul à la radio. Et alors voilà. Alors en fait, je vais en profiter pour dire ce que je veux. Et j'ai le temps, parce qu'une minute, c'est long. Alors voilà. Je voudrais préciser que quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui invente des trucs, il est puissant à partir du moment où c'est rigolo et où c'est sympathique. Et il est puissant à partir du moment où il fait ses propres erreurs. Et à mon avis, tout réside dans le fait de pouvoir signer ses erreurs. Le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de signer les erreurs des autres. Et de se retrouver dans les pompes de quelqu'un qui se trompe, mais qui n'est pas lui-même. Donc en fait, je ne sais pas si on peut tirer une règle de tout ça. Je crois pas. Mais je sais pas, j'ai très envie de dire un truc qui pourrait ressembler à... Quand on s'occupe d'un artiste, même si j'aime pas le mot, il faut tout prendre. Il faut prendre ce qu'il a de joli, il faut prendre ce qu'il a de moche, il faut prendre ce qu'il a de triste, il faut prendre ce qu'il a de gai, et il faut prendre ce qui, a priori, n'est pas bien. Parce qu'un artiste signe tout, et s'il signe pas tout, il se désintègre. Voilà, bonne journée. Que ma joie demeure de et avec Alexandre Astier sera à Bourges les 14 et 15 mai, à La Roche-sur-Yon le 24, à Nice le 26 et chez lui à Lyon au Théâtre de la Croix-Rousse du 12 au 16 juin. Pour la bande originale d'Éclectique aujourd'hui, Jean-Michel Montu, vous avez choisi Jack White, Love Interruption, Anis, Sergi et les Doors, Alabama Song. Yann Chouquet a réalisé cette émission avec Arnaud Caillet ce matin. Fanny Leroy prépare Éclectique et les sons, les films comme les chansons qui sont dans cette émission sont aussi référencés sur le site franceinter.fr. La semaine prochaine, Éclectique, c'est Jacques Audiard
à Paris, puis Dominique A à Nantes. En ce jour de second tour, je voulais juste vous signaler un spectacle qui s'intitule D'un retournement l'autre, une pièce écrite par un économiste qui s'appelle Frédéric Lordon, et la pièce est mise en espace par Luc Clémentin. C'est une pièce en alexandrin qui vous donne une vision à nul autre pareille de la crise d'aujourd'hui. C'est au théâtre Sylvia Montfort le 14 mai, c'est dit. Bon vote, bon spectacle, bon week-end, bon tout quoi. Salut!